3 matchs serrés. 3 matchs remportés par les Warriors face aux Portland Trail Blazers qui, dans un effort surhumain, j'ai l'impression, dans une débauche physique extraordinaire, n'arrivent pas à clincher cette première victoire en finale de conférence. Non, pourtant ils ont tout fait. Ils ont tout fait, la Ils ont tout fait, ils ont tout donné sur ce match. Je crois que c'est dur de leur en vouloir, c'est dur de leur reprocher quoi que ce soit. Alors oui, on peut revenir sur ce quatrième quart-temps, sur une gestion parfois un peu aléatoire, mais ils y laissent tellement de gomme, défensivement et offensivement. Le match 2 n'était pas serré, hein, pardon. Oui, le match 2 Non, le match 3, là, je parle. Ah oui, non, c'est moi qui l'ai dit. Que finalement, ces Warriors-là, en fait, pour les battre, il faut faire tellement de choses. Et j'ai l'impression que les Blazers, tout simplement, n'ont pas les armes. Parce que je te dis, ils sont revenus, eux aussi, savaient qu'en perdant ce match 3, c'était quasiment fini. Le speech de Terry Stott en avant-match, il était complètement axé là-dessus pour dire, pour nous, c'est un win or die. Et finalement, je te dis, ils font 3 super cartons, mais derrière, pour battre les Warriors, il faut faire 4 cartons et demi. Extraordinaire. Parce que sur la durée, cette équipe, en fait, est un rouleau compresseur. Elle est capable d'encaisser, de subir, et puis d'un coup, boum, d'inverser la tendance. Et là, il n'y a plus personne. On voit Steph Curry à 36 points, mais moi, on a surtout envie de parler, Tom, de Draymond Green, qui est un énergétique, qui fait une campagne de playoff extraordinaire. Absolument. Donc, victoire 110-99 dans ce match 3. Tu l'as dit, à un moment, ils étaient à moins 17. Le troisième quart-temps a été remporté par Golden State 29-13. Ils ont ce truc, mine de rien, les Warriors, de savoir gagner. On l'a dit 1 milliard de fois. Mais surtout que lorsqu'ils sont a priori dominés, parce qu'en face Portland est très bon, donne de la relance, mais Leonard met dedans. Bon, Lillard, on va en parler aussi, mais est plutôt cata. CJ McCollum est très adroit et fait kiffer. Ils ont ce truc, mine de rien, d'enchaîner les stops et d'enchaîner les coups de bambou sur la tête, évidemment sur la transition, mais aussi avec des paniers à 3 points hyper importants. Dans ce match 3, ça a été encore une fois incroyable. T'es à l'extérieur, t'es dominé, normalement tu fais un rapproché, mais tu perds le match. Là, non seulement ils font un rapproché, mais après sur la fin de match, ils les explosent. Le différentiel dans la deuxième mi-temps est énorme. Ils gagnent combien en finale? Et de plus 11. Ils étaient à moins de 17, ils étaient à moins 17, ils sont montés à moins 17 ou moins 18. Ça fait presque plus 30. Donc ça fait presque un plus 30 de différentiel, c'est assez incroyable. Mais même à moins 17, moins 18, les attitudes, il n'y a personne ne panique. Et pourtant, il y a Steph Curry qui va perdre encore 2-3 ballons dans la facilité. Il y a Jordan Bell qui va rater un dunk. Et personne panique, personne crie, personne. Je te dis, il y a savoir gagner. Il y a une expérience de la gagne qui se dégage de manière incroyable. On rappelle que KD n'est pas là. Et on retrouve vraiment ces Warriors sur la saison régulière qui étaient à 73 victoires et finalement qui n'avaient jamais peur de perdre. Et là, vraiment, je te dis, moi, pour les battre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Faut peut-être avoir Michael Jordan dans une autre équipe ou peut-être le Shaq. En tout cas, allons sur Draymond Green donc, qui finit en triple-double. Un triple-double de très haute volée. 20 points, 12 passes, 13 rebonds à 6 sur 12 au tir, 8 sur 9 au lancer franc. C'est à noter aussi pour Draymond Green qui a l'habitude d'en lâcher quelques-uns. Seulement 2 balles perdues, 4 steals, 1 bloc aussi. On se rappelle du match d'avant, il a fait 5 bluffs. Il est merveilleux physiquement, on l'a dit, il a perdu un peu de poids depuis février. Dans l'influx, dans la diffusion, dans l'impact, dans l'énergie qu'il met dans ce match, franchement, c'est du rarement vu, tu vois. Ils rentrent dans les trucs comme Dennis Rodman, ce genre de trucs qui, par leur énergie, faisaient de la différence. La meilleure manière de se rendre compte de ça, c'est le mic-up qu'il y a eu sur lui. Donc, c'est le micro qu'il a pendant le match. Il avait choisi Draymond Green. Bon choix, les mecs. Et on le voit quand Jordan Bell rate son dunk, il va lui dire hey, c'est pas grave. Et au lancer franc, il fait lui, il a raté un tir. Lui, il a raté un tir. Moi aussi, j'ai raté un tir. Ça arrive à tout le monde de rater des tirs. Tu mettras le premier. Il va lui parler au temps mort. Et derrière, boum, sur transition, il va le trouver. Il met un énorme dunk, Jordan Bell. Et on sent que c'est lui le leader. Mais on le savait, vocal de cette équipe. Et il a connu une saison régulière, peut-être l'une des pires saisons régulières depuis qu'il est installé en tant que titulaire. En février, il s'est rendu compte qu'il fallait perdre du poids. Et en plus, maintenant, en conférence de presse, on se rend compte aussi qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il ferme un peu plus sa gueule et qu'il redevienne un basketteur et plus une pleureuse, pour reprendre les mots qu'il a dit. Donc j'ai réalisé que j'étais arrivé à un point où je passais plus de temps à pleurer sur le terrain qu'à jouer. Je suis sûr que c'était insupportable à regarder et certains lui sont tombés dessus à juste titre. Je continue de choisir quand parler aux arbitres. Quelquefois, je prends peut-être une technique, mais je fais ça plus consciemment. Il a rajouté que c'est après des discussions avec sa mère et sa femme, donc il a réussi à se tempérer. C'est quand même fou parce que, bon, en général, les fous restent fous toute leur carrière et ne se calment pas trop. Tu peux confirmer, Erwan. Mais c'est vrai que entre les quelques dernières saisons et là, cette campagne de play-off, alors oui, il continue de parler. Oui, il va mettre quelques mauvais coups, des trucs de filou, des trucs de vice et ce genre de choses. Mais dans le basket, il est tellement fort qu'on n'en parle même plus de tous les à côté de Draymond Green. Mais honnêtement, il est au sommet de sa carrière et il a toujours cette envie de gagner parce que c'est quand même des mecs qui ont gagné très tôt. Draymond Green a déjà 3 titres. A déjà 3 titres. Tu vois, ils ont encore faim. Et c'est ça qui est incroyable. Et
crois-moi que les Curry, les Thompson ou les Iguodala, alors Iguodala c'est peut-être pas le bon exemple, mais les mecs autour de lui, si jamais ça baisse de rythme, il est tout le temps là pour te relever. Aujourd'hui, il veut gagner, il veut aller chercher un free-pit. On sait qu'aller chercher un free-pit, tu rentres clairement dans la légende. Cette équipe sera dans les débats de peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Et je crois qu'il le sait. Et moi, il a un truc que j'adore chez ce joueur, mais depuis toujours, depuis la fac, c'est il sait quand et comment faut gagner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et à le voir là sur sa campagne de playoff, c'est vraiment incroyable. Et après, il n'est pas tout seul. Hein. Non, il n'est pas tout seul. Dernière question sur lui. Il a dit: je suis le GOAT de la défense. Donc le meilleur joueur all-time de la défense. Ce serait une super vidéo qu'on pourra faire, pourquoi pas cet été. Mais c'est vrai que tu peux te poser la question, parce qu'il va commencer clairement à rentrer dans le Hall of Fame défensif un peu imaginaire qu'on a tous en tête, au vu de son profil défensif. C'est rare de voir des mecs de cette taille, de cette corpulence, avec ce coffre, défendre sur tous les postes, être si bon sur les grands, pouvoir défendre sur les petits. Tu vois, c'est ça le truc. Alors, c'est un fantastique défenseur, contreur, on le voit aussi, mais surtout, c'est un mec qui sent les coups dans les aides. Alors, ça se met pas sur les stats, mais dans les aides, il est tout le temps là, il va placer les mecs, il bouge, il va l'aide de l'aide, il vient tout le temps fermer quand il faut. C'est une vraie tour de contrôle, et il fait pas de 16. Et donc, c'est pas que des contres ou des interceptions, les défenses de Draymond Green, c'est une présence, c'est vocal, et vraiment, il emmène tout le monde avec lui, et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en dis de sa déclaration là, de go défensif? Je t'ai utilisé un peu la moue. Je préfère attendre que les mecs soient en fin de carrière. C'est pas grave, voilà. Je te pose la question, d'accord. En tout cas, il est clairement sur la lignée des futurs plus grands défenseurs de tous les temps. Lorsqu'on fera un 5 majeur, il peut avoir sa place. Exactement. Après, il y aura toujours des débats, il y aura toujours des préférences, parce que quand on est là-dessus. Mais clairement, moi, ce qu'il dit, alors ça fait partie du folklore NBA, mais clairement, s'il continue là-dessus, au bout d'un moment, un mec qui me dit moi, le meilleur défenseur de tous les temps, c'est Draymond Green, je lui dirai pas non. Surtout que ce qu'on aime bien, il y a beaucoup de défenseurs qu'on cite, certains qui sont que défensifs, notamment la fin de carrière de Rodman, c'était qu'un défenseur. Lui, en attaque, il diffuse aussi. Donc, en plus, il fait les deux. Donc, non, clairement, il sera dans les discussions. Et moi, je voterai évidemment pour lui. Tu vois, parce que c'est ton joueur préféré, pour pas dire ton ex-amant, puisque vous avez vécu ensemble à Michigan State pendant 4 saisons. Évidemment, une info à prendre avec des pincettes. Hein. Donc, il y avait d'autres mecs. Je voulais te faire une comparaison pendant le match entre Damian Lillard et Stephen Curry. Il y a Jeff Van Gundy qui a dit un truc, mais tellement vrai. Alors oui, Damian Lillard est clairement dans un trou. Apparemment, il serait blessé, il aurait une côte déplacée, côte fêlée ou côte déplacée. Regardez, tout le monde est fatigué sur le 3e tour des playoffs après une longue saison. Forcément, nous dit Damien. J'ai eu beaucoup la balle face aux Nuggets. L'équipe m'accordait énormément d'attention et c'est la même chose face aux Warriors. Ça demande une quantité d'efforts importante des deux côtés du terrain. On l'a dit souvent, l'influx nerveux face à OKC, puis contre les Nuggets, une série très très longue au bout de l'effort. Forcément, on le ressent un peu fatigué. On peut être d'ailleurs un peu déçu de ses performances, mais bon, on les prend telles quelles. Il y a un truc qui est ouf, et donc je voulais absolument revenir là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses. Jeff Van Gundy, pendant le match, dit: regardez la comparaison entre Curry et Lillard. Deux magnifiques meneurs, shooters, scoreurs, pouvant être à la passe, leader incroyable d'équipe et ainsi de suite. L'énorme différence entre les deux, c'est que Lillard est un joueur classique. Je joue le pick and roll, j'ai la balle en main, une fois de temps en temps, je vais faire un backdoor par-ci par-là, il est capable de monter au cercle, ainsi de suite. Curry, même lorsqu'il est bien défendu sur le pick and roll, il va lâcher la balle. Et en fait, l'action d'après, ça va être de soit se démarquer, soit y refaire du main à main. Tu vas d'enchaîner directement sans même se poser la question. Et c'est vrai que Lillard le fait beaucoup moins, et quand il est bien défendu, il est bien défendu. Et il a du mal à avoir, en tout cas sur la série, à avoir des réponses à tout ça. Et cette comparaison est vraiment très intéressante entre les deux, parce que Curry arrive à se créer des tirs, des opportunités de tir sur son déplacement sans ballon. Et c'est évidemment un masterclass qu'on voit encore une fois. C'est la grande différence avec Curry, Lillard et les autres meneurs de la Ligue aussi. Je pense à James Harden, à des John Wall ou même des Kyle Lowry. C'est qu'ils sont tous forts sur pick and roll. Et la grande différence, c'est que Steph Curry, des fois, il lâche vite la balle et il va prendre des back picks et il va prendre des staggers sur des remontées. Et quand c'est pas lui, il va couper et c'est des remontées pour Thompson. Parce que quand Curry est bien défendu sur pick and roll, il a ce jeu sans ballon et ces systèmes qui sont faits pour lui. Mais quand c'est pas lui qui a la balle, c'est Klay Thompson qui en profite ou c'est Iguodala dans le corner. Et c'est un enfer de défense. C'est un enfer. Et c'est un enfer de défense. Et on revient donc à ce collectif, à ce fond de jeu en continu. Tu sais, quand on était jeune en centre de formation, on nous faisait jouer flex. C'est un espèce de système en continu. Alors là, c'est pas flex ou de manière orientée des fois, mais en tout cas, il y a tout le temps un jeu en continuité. Il y a jamais on n'arrive jamais au bout du système Warriors. Il y a toujours une coupe, une remontée, un écran, et c'est ce qui rend même quand tu défends bien, tu as toujours un retard, et ce retard-là, il est sanctionné. C'est ce que disait donc Steph Curry. J'en ai parlé dans l'autre vidéo tout à l'heure. Il disait tout à l'heure d'ailleurs au bureau plutôt. Il disait que cette équipe sans KD est plus difficile à défendre puisqu'il y a un mouvement incessant. KD leur permet, quand c'est des grands temps faibles, on te file la balle, il va marquer parce qu'il est trop fort, c'est vrai. Mais sans lui,
réapprécient quelque part ce jeu qu'ils ont gagné avant. Sans parler de redécouvrir. Non, mais si, on réapprécie. Bah les deux alors. Bon bref, on chipote sur les mots. En tout cas, ce jeu sans ballon revient comme leur force principale. On retrouve un basket beaucoup plus de mouvement, ce qu'avait fait leur force sur leur premier titre, ce qu'avait fait leur force pour gagner 73 matchs sur une saison régulière. On retrouve ce basket de mouvement où les 5 joueurs sont en mouvement avec KD, mais en même temps, la force de KD, c'est aussi ça. Et la force aussi des Warriors, c'est de s'être adapté aussi à KD, où on a un peu plus d'isolation. Donc qui dit isolation dit un petit peu moins de mouvement. Voilà, après maintenant, il faut savoir s'adapter avec les joueurs qu'on a. Maintenant, il n'empêche que je serais très inquiet en étant un futur adversaire des Warriors, que ce soit avec ou sans KD, cette équipe-là est un rouleau compresseur. Et surtout, moi, si je suis Bob Myers, le futur GM, je lui dis, bon, mais KD risque de partir cet été. Je ne suis pas du tout inquiet puisque cette équipe reste performante à très très haut niveau. Il reste un prétendant au titre, même sans KD. Même sans KD. Ça nous amènera sur la free agency qui va être passionnante. Donc tu files le max à Klay Thompson qui le mérite complètement et tu as encore une équipe qui joue le titre l'année prochaine. Qui est même favorite. Qui est favorite. Mais parce qu'on en parle souvent, hein, pour rien vous cacher, on en parle très souvent en antenne en se disant que va devenir cette équipe des Warriors sans KD. On n'était pas très inquiets, mais en tout cas, cette campagne de playoff avec la blessure de KD leur donne quand même une assurance. Après, tu vois. Après, j'entends nos amis qui ont le BE2 là dans les commentaires. Oui, KD bouffe trop de ballons, ça joue mieux sans KD. On rappelle qu'ils sont quand même double champion NBA avec Kevin Durant et qu'il est double MVP des finales et qu'ils ont marché sur les Cavs avec Kevin Durant qui a marché sur LeBron James. Mais on va pas non plus tout sont plus forts avec KD. Moi, je pense que les Warriors sont plus forts avec KD. C'est un bon débat. Si, en tout cas. Attends, on va pas. Ils sont plus forts avec KD. Tu vois, au bout d'un moment, tu les mets dans n'importe quel style de jeu, dans n'importe quel truc. Quoi qu'il arrive, je pense qu'ils gagneront avec KD. Mine de rien, ils ont perdu sans KD. Tu vois, non, mais avec KD, là, sur ces playoffs-là, ils se sont fait accrocher. Il a dû sortir des gros matchs. Là, j'ai l'impression qu'ils mettent des roustas sans lui. Tu vois, il y a un vrai débat à avoir. Sur ces playoffs, je parle. Ouais. N'oublie jamais que s'il n'y a pas un joueur, tu joues différemment. La preuve. Oui. La preuve, tu t'adaptes. Moi, ce que je veux dire, c'est mais au-delà de meilleur avec ou sans KD, c'est surtout une grande équipe qui sent. Allez, son top 2 meilleurs joueurs, ils arrivent quand même à produire un basket de très haut niveau. Voilà. Absolument. Je regarde les commentaires, là, on continue sur ce petit débat. On a encore pas mal de temps. Avec KD, impossible de perdre en 7 contre notre équipe. J'ai l'impression aussi que sans KD, ça peut marcher, cette théorie. Et il y a Falcon Breeze qui nous dit, est-ce que je suis le seul à vouloir la finale NBA sans Kevin Durant? Tu es d'accord avec ça? Répète ça. Est-ce qu'il est le seul sur la terre, dans la commu basket NBA du monde, à vouloir que KD ne revienne pas pour voir les Warriors sans lui en finale NBA? Qui veut ça? Lui, là, le gars, là. Est-ce que tu as envie que KD revienne? Non. Ou est-ce que tu veux que ça continue comme ça sans lui? Non, moi j'ai envie de. Puis surtout quand je vois ces Warriors-là, j'ai envie que les cartes soient redistribuées un petit peu comme quand LeBron est venu dans la conférence Ouest. J'ai envie que KD, mais bon, c'est toi, tu parles de l'été, là. Oui. Mais d'ici là, en finales. Oui, moi je veux qu'ils finissent tous ensemble. Moi je veux qu'ils reviennent en finale. Donc que KD revienne, qu'ils viennent une dernière fois prendre un triple et qu'ils prennent le MVP des finales, qu'ils fassent un fuck à MVP des finales. Du coup, ça sera intéressant de voir, parce que Steph Curry avant et après KD, c'est quand même pas le même. Ça serait intéressant de voir, surtout qu'apparemment il a mal pris le fait que certains disent que les Warriors jouent mieux sans lui. Ça serait intéressant mais non, j'ai envie que la fin de route de KD se fasse pas avec une blessure, se fasse pas sur une blessure. Un peu comme des Marcus Cousins, on n'a pas envie que la fin de route aux Warriors se fasse avec des blessures. Parlons un peu de nos amis des Blazers. Du coup. Comment on voit la suite? Est-ce qu'ils seront capables de prendre ce 4e match à domicile et le gagner? Court vêtu, c'est sûr. Là, il me paraissent un petit peu court vêtu, notamment sur les ailes. Harkless, et il en chie terrible en défense sur Draymond Green. Et puis, défensivement, tu vois, on sent que là, que Lillard, McCollum, quand même, on sait que c'est un petit peu leur point faible. Ils sont en train de ramasser terrible. Sur pick and roll, ils arrivent à faire les efforts, mais dans les staggers, sur ce jeu en mouvement, ça fait beaucoup pour eux, sachant que derrière, ils doivent alimenter. Moi, je pense qu'ils vont se faire sweeper, ce qui sera sévère, mais ça n'enlèvera rien à l'exploit d'être à ce niveau-là. On va rien enlever aux Blazers. Par contre, un axe de travail, on sait que Damian Lillard est en train de draguer un petit peu Jimmy Butler. Je pense qu'il leur faut vraiment un poste 3. De plus haut niveau que Noah Harkless ou Aminu. Fort défenseur. Voilà, et qui peut mettre des paniers aussi devant, mais vraiment un défenseur d'élite. Je pense qu'il leur faut un mec un peu. Alors, Aminu et Harkless, c'est pas assez pour toi? Défensivement, je parle. Non, c'est trop short. C'est trop short. C'est des grands déjà, c'est vraiment des postes 3 qui peuvent pas s'envoyer trop sur des postes 2. Tu vois, je pense que le profil Butler est parfait. Maintenant, en fait, dans ta tête, t'aimerais que, par exemple, sur le banc, plutôt que ce soit un shooter comme Steph Curry qui sorte,
ce soit un profil Pat Beverley, Tony Allen, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de mettre des pelées défensives sur les meneurs plutôt que d'avoir un autre shooter. Pas à la place de Seth Curry, je pense que c'est dans le 5, moi, qu'il leur faut un défenseur. Si venir Jimmy Butler, c'est pour être dans le 5. Non, mais Jimmy Butler Après, autre. on rappelle qu'il leur manque quand même Youssouf Nourkic, qui est quand même un élément essentiel et qui, mine de rien, sur la durée, leur manque cruellement. Surtout que là, le truc, c'est que Enes Kanter vient d'être sorti du 5 par Myles Leonard, qui a été très très bon dans ce match 3, mais ça t'enlève une cartouche en plus. Parce qu'Enes Kanter aurait joué quoi qu'il arrive, c'est un super joueur et tout, il aurait apporté sa vista et ainsi de suite, mais il n'est pas à 100% et tu perds ton pivot titulaire, ça commence à faire beaucoup. Cette cure en sortie de banc, c'est dur de lui dire ah ben non, finalement, on va mettre un autre. Je te parle de profil. Je pense qu'il leur manque des profils de vrais défenseurs, mais de haut niveau. Aminou et Harkless sont des défenseurs corrects, mais il leur manque un vrai spécialiste du poste capable de mettre quelques pantons. Alors, où tu prends un vrai chien de garde à la patte Beverley, mais moi, je pense qu'il leur faut plus un profil 2-3 qu'un profil 1-2 comme ça. Non, mais il n'y a personne qui défend sur les meneurs. Parce que là, aujourd'hui, regarde, le grand problème, c'est ça. Mais Jimmy Butler peut s'envoyer. Ouais, mais bon courage. Après, si t'as un poste 3 qui va. Enfin, tu vois, Paul George, il envoie sur les. Après, Amino et Harkless, ils peuvent défendre, attention. Mais il leur manque vraiment un peu un leader défensif capable d'aboyer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas pouvoir. Le truc, c'est que si tu prends Jimmy Butler, il n'y aura pas Harkless, il n'y aura pas Aminou, il va falloir faire des choix aussi. Ah, il va falloir faire des choix. C'est pour ça que je te dis que c'est pas. Moi, en fait, peut-être mon petit problème, le petit bémol de cette équipe, mais bon, on le savait avant, je le découvre pas maintenant, c'est que sur les postes d'arrière, t'as donc Lillard, McCollum, bon, très bien. Ensuite, t'as Seth Curry et t'as Rodney Hood. Donc, c'est que, même si Rodney Hood peut défendre et tout, mais. T'as pas un profil défensif, je te l'envoie et je te dis allez vas-y, il y a Evan Turner aussi, tu vois, c'est ça que je veux dire. T'as beaucoup de mecs qui ont envie de mettre des paniers. Il y a beaucoup de mecs qui ont envie de mettre des paniers. Et c'est vrai que quand ils sont dans le dur, pour aller chercher des. De toute façon, chaque fois qu'ils ont gagné, que ce soit contre OKC ou contre Denver, c'est parce que c'est sur de l'attaque. C'est parce que des mecs sont sortis du bois, notamment Lillard et McCollum. Rodney Hood et Seth Curry aussi, mais ils n'ont jamais gagné sur un match de muerte en défendant. Enfin, avec une bonne défense. Donc il leur manque, mais ça fait longtemps qu'on le dit ça, il leur manque un vrai spécialiste du poste. Donc entre Evan Turner, Rodney Hood ou Seth Curry, effectivement, il faudra peut-être faire des choix. Dernier commentaire sur Portland, je suis assez déçu d'eux, je suis fan. L'excuse de la fatigue ne passe pas pour moi car je pense que Toronto est aussi, voire encore plus fatigué. C'est un facteur réel. Voilà, merci Polo, j'allais dire, parfait, regardez les stats de Damian Lillard sur ses playoffs qui sont en chute libre, surtout d'un point de vue des pourcentages. Ouais, ils sont. Bon, on l'avait dit déjà contre Denver. On pensait qu'ils n'avaient pas passé. Ils sont passés, bravo, incroyable. Il leur manque Nourkic qui leur amène quand même un petit peu d'alternance sur le post sur le post-up. Et puis surtout, ils perdent contre une meilleure équipe. Il leur faut Marcus Smart, putain, bravo. Donc, ça serait pas mal. Il leur manque. Ils sont en train de se faire botter par une équipe qui est beaucoup plus forte qu'eux et qui va faire un flip it et qui est la meilleure équipe certainement de tous les temps pour moi. Donc voilà, Portland déçu. On est sur leur niveau. Enfin, ils sont à leur niveau contre les Warriors. On se rappelle qu'année dernière, ils sont soupés au premier tour par Jrue Holiday et Rajon Rondo. Ils sont revenus très forts cette année. Là, face aux Warriors, pour moi, ils sont déclassés et surclassés. Et pourtant, Damian Lillard a dit, pour clore tout ça, on a joué 3 matchs, on aurait pu être à 2-1. Bon, on a 0-3. C'est la dure réalité lorsque tu joues contre les Warriors. Bref, en tout cas, le match 4 est à suivre dès ce soir, dès lundi soir. Donc, vous pourrez vous régaler. C'est encore une fois 3h30. Donc, super. On va pouvoir faire une belle nuit blanche ce lundi soir. On va passer, enfin, comme on a l'habitude depuis quelques semaines, à la NCAA, au prospect. Nous avons Alex qui va venir s'installer à côté d'Erwan, notre ami d'envergure, et qui va donc pouvoir nous expliquer qui est R.J. Barrett. Est-ce que, surtout, c'est le meilleur choix pour les Knicks?